Cette année, nous avons à nouveau refait des dons. Il est important que les gens sachent qu'effectivement, l'argent que nous récoltons, il ne reste pas dans nos poches. Cette année, nous avons refait des dons et nous avons fait 2 dons. Un à l'Institut Bergonié, une nouvelle fois, pour le service du professeur Gaëtan Magrogan, et c'est pour un projet de recherche sur les cancers du sein triple négatifs. C'est un projet de recherche qui est fait en partenariat avec le CHU de Bordeaux. Donc c'est à la fois l'Institut Bergonié et le CHU de Bordeaux qui vont travailler sur ce projet de recherche. À nouveau, 55 000 €. Et puis, nous avons également fait un don à la clinique Bordeaux-Nord pour la création d'un service d'oncogénétique qui a été mis en place là récemment, et il n'y avait qu'un seul service d'oncogénétique sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs, c'était à Bergonié. Maintenant, il y en a un second, mais ils vont travailler également en association avec l'Institut Bergonié. Voilà, donc il est vrai que nous faisons beaucoup d'actions, qu'on est souvent sur le terrain, des petites mains, dynamiques comme je l'ai marqué, motivées, dynamiques, et c'est ce qui nous a rapprochés du professeur, puisque nous, ça fait 20 ans qu'on essaye de diffuser ce message de dépistage et de prévention, et elle, ça fait 20 ans qu'elle travaille pour la recherche et pour la mise au point de cette nouvelle machine qui, bien évidemment, nous l'espérons tous, va nous donner beaucoup de résultats dans l'avenir et va nous permettre de sauver de nombreuses vies. C'est son credo à elle aussi, comme le nôtre, rester en bonne santé et sauver le maximum de vies. Merci et bonne conférence. Vous le savez tous, voilà, le cancer malheureusement tue de plus en plus de personnes au fil des années, et donc on se pose évidemment tous beaucoup de questions. Comment ça survient? Comment justement mieux le dépister? Comment mieux évidemment le soigner? On va aborder ensemble donc ces questions ce soir. On a la chance d'avoir avec nous donc le professeur Patricia Paterlini-Bréchot. Vous êtes donc chercheuse, professeure de biologie cellulaire et d'oncologie à la faculté de médecine Necker Enfants Malades. Et on est ensemble pour 1 heure. Évidemment, vous allez pouvoir ensuite poser des questions. Et donc, je vous passe la parole. Et puis, évidemment, vous allez commencer par nous dire justement, faire un petit focus sur les chiffres. Aujourd'hui, combien de cancers, justement, aujourd'hui, on a en France, et puis comment les soigner. Et puis surtout, nous parler justement de votre solution avec cette machine qui va permettre, c'est tout l'enjeu, justement, de dépister de plus en plus tôt pour les soigner de mieux en mieux. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous et je voudrais tout d'abord remercier le comité prévention et dépistage des cancers, Madame Dominique Rousseau-Lebourg, vraiment avec qui on a un lien très fort, avec son enthousiasme, son dynamisme, et là vraiment on est très encouragé quand on voit ça, à continuer à se battre pour les cancers. Et puis je voudrais remercier aussi le docteur Nicolas Brugère et bien sûr le maire ici, monsieur Alain Juppé, la mairie bien sûr, et puis l'Institut Bergonié, docteur Italiano et docteur Blanchy. Et donc, je vous disais, je suis extrêmement heureuse d'être ici. Je ne sais pas si je peux moi-même obtenir la première diapositive. Alors voilà, moi ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai une histoire un peu particulière parce que j'ai travaillé pendant 10 ans à côté des patients avec cancer. Et ça, c'est une force inouïe pour après, quand la vie décide qu'on passe de l'activité clinique au laboratoire pour essayer de faire bouger les lignes. Ça, c'est une force unique d'avoir été en contact avec les patients, avec les yeux des patients et de porter en soi cette motivation que tous les jours fait que nous nous battons avec tous les autres acteurs de ce domaine. Je voudrais le préciser vraiment au début, que notre travail ne serait rien sans les cliniciens, les autres chercheurs. C'est un travail d'équipe qui nous permet d'avancer et bien sûr ma reconnaissance va à tous ceux qui s'occupent des malades et qui nous aident et qui poussent ces domaines vers l'amélioration de la qualité de vie et aussi de la survie des patients avec cancer. Donc là, actuellement, je ne fais plus de clinique. Je suis professeure de biologie cellulaire et moléculaire. Et donc, mon but, c'est d'utiliser mes connaissances cliniques et biologiques pour essayer d'aider la science.
et de la science avancée pour les patients. Et cette diapositive vous montre que le problème cancer est loin d'être terminé parce que selon l'association du cancer américaine, l'American Cancer Society, vous voyez que le nombre de cancers est prévu en augmentation de 2012 à 2030 de 50% et la mortalité pour cancer est prévue en augmentation de 60%. Et donc, c'est vraiment un fléau et il faut se battre dans la bonne direction. Et au niveau des facteurs qui sont impliqués dans le développement des cancers, on connaît un peu plus, bien qu'on ne connaît pas tout. Vous savez que les facteurs génétiques sont à prendre en compte, mais ils ne sont pas les seuls. Vous connaissez bien sûr les facteurs environnementaux, donc tous les mutagènes, les substances qui peuvent créer des mutations dans nos gènes nous exposent à un risque de cancer, mais nous avons aussi notre défense immunitaire qui peut varier selon notre vie et qui peut donc laisser la place au moins au cancer. On a l'inflammation chronique qui est reconnue maintenant comme une sorte de facteur de base, de terrain pour le cancer, pour le développement du cancer, avec ce qu'on appelle le microenvironment, c'est-à-dire l'environnement d'un organe inflammé qui peut être un terrain pour le développement du cancer. Ce qui est nouveau, c'est qu'actuellement, on classe aussi parmi les facteurs qui peuvent exposer un individu au risque de cancer, on place également le déséquilibre physique-émotionnel. Et ça, c'est nouveau, c'est très difficile à documenter, mais on commence à voir certaines publications qui essayent d'explorer ces domaines, combien le fait qu'on arrive à se garder, à se maintenir en bonne santé, à la fois physique et mentale, peut nous aider notre système humain à combattre les cancers. Maintenant, nous avons pris le problème un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on a dit, mais comment le cancer tue et est-ce qu'on peut s'attaquer aux mécanismes que le cancer utilise pour tuer la personne? Et en fait, le fait qui est sans discussion, c'est que quand on regarde les cancers solides, qui est la très grande majorité des cancers, les cancers qui se développent à partir des organes, ils tuent pratiquement tous de la même façon, c'est-à-dire par le développement des métastases. Et tous, sauf les cancers qui se développent dans les cerveaux, qui sont une minorité, qui peuvent tuer aussi par leur emplacement. Et alors, comment les métastases se forment? Et c'est là qu'on est venu à étudier un phénomène, un mécanisme, qui est le mécanisme d'invasion tumorale. Ça, c'est très important de comprendre qu'est-ce que c'est l'invasion tumorale. Invasion, c'est un terme quasiment militaire. Et ça veut dire que certaines parties vivantes, qu'on appelle cellules, qui forment le cancer, vont diffuser dans le sang et vont envahir par le sang d'autres compartiments. Et quand ces cellules arrivent à former une tumeur fille, cette tumeur fille s'appelle métastase. Et donc, ce qu'on sait aussi qui est assez nouveau, c'est que ce processus de formation de métastase est un processus qui est lent. On pensait qu'il était rapide parce que quelquefois, vous savez très bien, on diagnostique le cancer alors que les métastases sont déjà formées. Et là, on a vraiment la sensation que le cancer est un killer qui a frappé au dos et de façon violente et rapide. Mais ce n'est pas le cas. On sait que ces processus que je vous ai décrits tout à l'heure, c'est-à-dire la diffusion des cellules tumorales dans le sang et la formation des métastases, est lent. Et vous voyez ici, par exemple, dans le poumon, il y a une petite masse tumorale, je pense que vous voyez la flèche, oui, et si elle commence à diffuser des cellules qui vont dans le sang, ces cellules, en fait, circulent, mais au début, elles sont éliminées par le système humain, elles peuvent mourir d'elles-mêmes parce qu'elles sont monstrueuses et fragiles, en fait, elles ne sont pas robustes, et ce processus continue pendant des années, en fait. C'est variable de cancer à cancer, mais pendant des années. Jusqu'au moment où une de ces cellules arrive à créer
une métastase, c'est-à-dire une tumeur fille dans un organe. Et alors là, ça redémarre, à la fois la tumeur primitive et la métastase diffusent des cellules tumorales dans le sang. Et donc c'est là où on a vraiment du mal à combattre le cancer parce qu'il s'est répandu un peu dans différentes zones de l'organisme et nos armes deviennent largement impuissantes. Ça nous amène à comprendre que ces cellules tumorales circulantes sont quand même importantes parce qu'elles sont, elles, pas toutes entre elles, mais certaines d'entre elles, qui vont pouvoir former les métastases et donc nous tuer. Et ça nous a amené à étudier ces domaines des cellules tumorales circulantes. Et on a découvert tout un monde. Parce que, comme vous, nous pensions, il y a quelques années, que dans le sang, nous avons globules blancs, globules rouges, et puis voilà. C'est l'examen du sang, comme vous savez, qui vous est rendu, énumère les globules blancs et les globules rouges. Mais en fait, on n'a pas que ça. On a des cellules qui sont rarissimes et qui ne sont pas vues par ces examens du sang. Donc, c'est un nouveau domaine de la médecine. Et ce domaine des cellules rares circulantes comprend bien sûr les cellules tumorales, mais pas uniquement les cellules tumorales. Nous avons des cellules de nos organes qui, en nombre très petit, peuvent passer dans le sang s'il y a une inflammation, s'il y a une infection, si on a une chute, par exemple. Nos organes sont en grande partie des éponges et donc peuvent libérer des cellules à bas bruit. Elles ne sont pas vues par les examens courants normaux. Nous avons aussi des cellules de nos vaisseaux qu'on appelle cellules endothéliales. Ces cellules, quand il y a une pathologie des vaisseaux, peuvent passer dans le sang et donc c'est aussi des cellules rares. Après, nous avons encore chez les femmes enceintes des cellules qui proviennent du fœtus, que ce soit du placenta ou de l'embryon, qui peuvent passer dans le sang. Vous avez compris que le domaine des cellules rares circulantes est vraiment un nouveau domaine. C'est important de comprendre ça parce que les cellules tumorales dans le sang ne sont pas les seules cellules rares et que donc il faut pouvoir les distinguer des autres cellules qui sont dans le sang. Alors, cette diapositive est un peu complexe, mais vous écoutez-moi, je vous explique que ces cellules qui passent des organes dans le sang sont des cellules très particulières. Déjà, elles miment les leucocytes, c'est-à-dire elles perdent leurs protéines caractéristiques des protéines d'organes et commencent à mimer les leucocytes. Vous savez, les cellules des organes, leur métier, c'est d'adhérer les unes aux autres pour former l'organe, alors que les leucocytes, leur métier, c'est évidemment bouger dans le sang et migrer d'un endroit à l'autre. Eh bien, ces cellules tumorales vont mimer les cellules leucocytaires. Ensuite, ces cellules tumorales qui sont dans le sang, on dit, ont une plasticité. Qu'est-ce que ça veut dire plasticité? Ça veut dire qu'elles peuvent se transformer en cellules plus matures, moins matures, capables de faire des choses qu'une cellule d'organe normalement ne sait pas faire. C'est ça qui explique cette diapositive. Et cette diapositive semble aussi complexe, mais écoutez-moi, je vous explique qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que, en fait, le cancer n'est pas la maladie d'une cellule. C'est la maladie d'une société. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce soit dans l'organe où le cancer se développe, ou dans le sang, ou dans l'organe où la métastase se forme, le cancer n'est pas l'action d'une seule cellule. Il faut que des cellules avoisinantes aident cette cellule à devenir tumorale et à former une masse tumorale. Et dans le sang, ce n'est pas seulement les cellules tumorales, mais c'est l'interaction entre ces cellules tumorales, les cellules du système immun qui nous défend. C'est aussi l'interaction, par exemple, avec les plaquettes qui peuvent couvrir les cellules tumorales et empêcher les cellules du système immun que nous défend de les tuer. Vous voyez? Et encore une fois, la même chose dans les métastases. Donc ça, je voulais que vous reteniez ces concepts. Et l'autre concept que je voudrais vous faire passer, c'est que nous travaillons avec les cellules tumorales circulantes dans un domaine très moderne, très innovant,
qui est le domaine qu'on appelle de la biopsie liquide. Qu'est-ce que ça veut dire la biopsie liquide? Ça veut dire obtenir des informations sur le cancer, sur son état, sur sa capacité à nous tuer par une simple prise de sang. Et bien sûr, il y a les cellules tumorales sont importantes parce qu'elles-mêmes peuvent créer la métastase, donc le mécanisme qui, à la fin, peut nous tuer, mais il n'y a pas que les cellules, il y a des molécules. Par exemple, il y a des molécules d'ADN en dehors des cellules qui peuvent constituer des marqueurs importants demain pour les diagnostics précoces, pour pouvoir suivre les cancers. Donc, si on revient aux cellules tumorales circulantes, qui est le sujet de notre exposé ce soir, quand nous avons commencé à travailler dans ces domaines, en 2 mots, en fait, j'étais motivée, comme j'écris dans le livre, énormément motivée par mon travail clinique et en particulier par un patient qui est mort en quelques mois alors que j'étais jeune médecin et j'avais des idéaux pour essayer d'aider les patients. Donc, ça m'a énormément motivée à faire modestement tout ce que je peux. Et au fur et à mesure, j'ai fait beaucoup de cliniques, disons des cliniques avec les patients avec cancer et ensuite de la biologie moléculaire. Et après, j'ai vu apparaître ces domaines des cellules tumorales circulantes. Et en lisant les papiers qui avaient étudié ces cellules, surtout chez l'animal, je me suis rendu compte d'un potentiel important pour utiliser ces cellules tumorales circulantes pour pouvoir prédire en fait la potentielle survenue de métastases, parce que vous voyez comme elles anticipent la formation. Si on les détecte, on sait que le patient est à risque de développer des métastases. Mais alors, quelles étaient les difficultés dans ces domaines? Elles étaient de 2 types. Premièrement, je vous l'ai déjà dit, ces cellules sont rarissimes. Qu'est-ce que ça veut dire rarissime? Dans 1 millilitre de sang, vous avez en moyenne 10 millions de globules blancs et 5 milliards de globules rouges. Mais s'il y en a, une ou quelques cellules tumorales. Donc, rarissime. Allez chercher vraiment quelque chose qui est extrêmement rare et encore une fois non vu par les analyses du sang courantes. 2, je vous ai déjà un peu préparé à cet aspect. Elles sont très hétérogènes, les cellules tumorales. Elles expriment des protéines très différentes, non pas des protéines qu'on appelle marqueurs qui sont spécifiques des cellules tumorales. Et en plus, il faut les distinguer des cellules rares qui ne sont pas tumorales. Donc, le domaine est complexe. Mais c'est vrai que ça ne nous a pas découragés. Pourquoi ? Comme vous voyez dans cette diapositive, si on détecte ces cellules tumorales le plus tôt possible, on peut savoir qu'il y a dans l'organisme un cancer qui envahit le sang. Et là, je demande vraiment votre attention. Le test qu'on a mis au point ne détecte pas les masses. Si la masse n'est pas capable d'aller dans le sang, on ne verra pas des cellules tumorales circulantes. Par contre, si le cancer est capable d'envahir, ce qui veut dire que le cancer est capable d'expandre, d'envoyer ces soldats dans l'organisme, soldats qui peuvent créer les métastases, eh bien, alors, on détecte les cellules tumorales dans le sang. Et donc, on était extrêmement motivés pour pouvoir détecter ces cellules tumorales circulantes, aussi parce qu'on s'est aperçu qu'elles peuvent être utiles à différentes étapes de la maladie tumorale. Déjà, si on les détecte précocement, on va savoir qu'il y a un cancer invasif, c'est très important, les cancers invasifs sont les plus tueurs. Deuxièmement, par exemple, chez des patients qui sont traités et que sont suivis par imagerie, on n'a pas le moyen de voir si le cancer a commencé à envahir alors que la masse n'est pas visible en imagerie. Donc, c'est utile pour aider le suivi du patient et pouvoir détecter si un cancer invasif reprend après le traitement. Et pour finir aussi, c'est important de voir si les cellules tumorales dans le sang disparaissent quand le patient est traité. Parce que si elles disparaissent, ça veut dire quand même que le traitement a été efficace. Alors, si elles restent dans le sang, ça veut dire qu'elles résistent à l'action du traitement.
Et donc, on a été 2 équipes au tout début de ces domaines à vouloir sortir ces cellules tumorales du sang pour pouvoir les étudier. Et l'autre méthode qui a été développée dans les mêmes années, nous sommes en 1998, ces années-là, il y avait donc très peu de groupes qui travaillaient. C'est cette méthode que vous voyez. C'est une méthode qui est basée sur les protéines de membrane des cellules et avec d'autres protéines attachées à une bille magnétique. La méthode attrape ces cellules. Le problème de cette méthode qui a été développée, qui a été énormément étudiée, c'est que ces protéines-là, qu'on appelle marqueurs, ne sont pas uniquement sur les cellules tumorales, sont aussi sur des cellules normales. Et donc, on se trompe, on dit qu'il y a des cellules tumorales alors que c'est des cellules normales. Et le deuxième problème, c'est que les cellules tumorales les plus malignes n'expriment pas les protéines qui sont utilisées pour attraper la cellule. Donc, la cellule est perdue. Du coup, nous avons fait énormément d'études et on s'est dit non, on ne veut pas travailler avec les protéines, on veut isoler ces cellules tumorales, mais alors sur la base d'une caractéristique physique. Et on a étudié et on a vu que les cellules tumorales, en fait, on a vu que les cellules du sang sont les plus petites cellules de l'organisme. Donc, on s'est dit, on devrait pouvoir les éliminer par filtration. Simplement, le sang n'était pas considéré filtrable en vertical. Quand on a commencé à étudier ça, et on a interrogé les banques du sang en France, aux États-Unis, et ils nous disaient tous, non, vous n'arriverez jamais à filtrer le sang en vertical parce qu'il y a trop de cellules, et quoi que vous fassiez, ça bouche les pores, vous ne pouvez pas. Donc, on a vraiment testé, dans les livres, c'est écrit 800 façons différentes de filtrer le sang. C'est vraiment de cet ordre-là. On a énormément travaillé et on est arrivé à trouver la combinaison de 30 paramètres qui, quand ils sont définis au bon point, permettent au sang d'être filtré. Alors, vous voyez ici, ça c'est la nouvelle machine pour ISET qui n'est pas encore sortie, mais j'ai mis l'image, et qui sortira d'ici quelques mois. Et vous voyez que le sang est prélevé, dilué avec une substance, un liquide qui le rend filtrable, et ensuite il est versé dans une sorte de cartouche qui est insérée dans la machine, et on fait passer le sang, c'est très très rapide, et au-delà de ça, les cellules qui ne sont pas les cellules sanguines restent sur le filtre et elles restent intactes. C'est très important parce que comme ça, elles peuvent être examinées. Premièrement, on peut examiner leur forme, leur aspect. On appelle ça leur morphologie. Vous avez tous entendu parler d'un test qui s'appelle PAP test au frottis. Eh bien, le frottis est fait par prélèvement de cellules au niveau du col de l'utérus. Les cellules sont mises sur une lame et après, il y a un spécialiste qui s'appelle cytopathologiste qui est capable de dire oui, il y a des cellules tumorales, non, il n'y en a pas. Et dans ces cas-là, c'est la même chose. Les cellules sont sur un filtre, vous voyez ici le pore, et maintenant, c'est le spécialiste cytopathologiste qui va regarder et qui va dire oui ou non, il y a des cellules tumorales dans le sang de ces patients. Le point, la diapositive est un peu complexe, mais je vous explique ce qu'on a fait, c'est que vous avez sans doute compris qu'un aspect qui était clé pour nous était la sensibilité de la méthode. Ces cellules sont rares, donc plus on arrive à ne pas en perdre et à détecter, même s'il y a une quantité minime, plus on sera capable de détecter ces cellules au tout début de l'invasion et donc quand on peut encore soigner le patient et bloquer le processus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, en fait, si vous voulez, on cultive des cellules tumorales dans notre laboratoire, on les rend fluorescentes, on les prend vraiment une par une, ça c'est une manip extrêmement délicate, on les mélange au sang, on filtre le sang et on va regarder si on l'a trouvé. Et en faisant ces analyses, on a vu que si on met une cellule dans 10 millilitres de sang, donc mélangée en moyenne à 100 millions de globules blancs et 50 millions de globules rouges, on la retrouve. La voilà.
Et ça, c'est vraiment sans égal parce que c'est vraiment extrêmement difficile. Il n'y a pas d'autre méthode qui arrive à faire ça, détecter une seule cellule, et on la détecte entre 90 et 100% de fois. Donc, c'est vraiment voilà, notre particularité. Qu'est-ce que ça veut dire détecter une cellule dans 10 millilitres de sang? Ça veut dire détecter ou identifier un individu qui serait mélangé à la population de cette planète Terre. Vous voyez le type de défi qu'on s'est donné. Mais la raison pour laquelle on s'est acharné, c'est qu'il y a derrière les patients, il y a la possibilité de pouvoir aider vraiment modestement avec tous nos efforts. Alors, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a développé cet appareil, on voulait savoir d'autres scientifiques si l'appareil est capable de donner des résultats importants pour les patients. Du coup, il y a des scientifiques dans le monde entier qui ont acquis l'appareil et qui l'ont utilisé pour leurs recherches et qui ont publié. Alors, je vous dis tout de suite, si le système ne marche pas, je pense qu'en quelques mois, il aurait été balayé parce qu'évidemment, les scientifiques, quand ça ne marche pas, ils arrêtent d'utiliser quelque chose. Et heureusement pour nous, ils ont continué. Vous verrez, il y a énormément de publications. Une publication importante que je veux mentionner là, c'est qu'il a été établi par des cytopathologistes qui ont travaillé sur plus de 700 filtres qui venaient de autant 770 pour la précision, qui venaient d'autant des patients. Ils ont travaillé en aveugle, c'est-à-dire de façon indépendante, sans savoir quel filtre venait d'un patient avec cancer et quel filtre venait d'un patient sans cancer. Et leur question était de dire: OK, la cytopathologie est diagnostique, c'est-à-dire est capable de dire s'il y a ou pas une cellule tumorale pour le frottis, pour quand on prend les cellules au niveau de l'acide ou des urines, mais est-ce qu'elle a le même pouvoir quand les cellules sont extraites du sang? Eh bien, ils ont fait toute cette étude sur 770 patients et leur conclusion a été oui. La cytopathologie est diagnostique quand on l'applique aux cellules isolées du sang par cette méthode ISET qu'ils ont utilisée. ISET, entre parenthèses, ça veut dire isolement du sang des cellules tumorales, isolation by size of tumor cells. Alors, il y a différents types de méthodes. Maintenant, notre méthode a été publiée en 2000, nous sommes 18 ans après. Il y a différentes méthodes qui ont été développées par la suite, toujours dans le même domaine, pour isoler les cellules tumorales circulantes. Vous avez ici les principales, et vous verrez, donc ça c'est des datas qui sont publiées, que la méthode que nous avons développée est vraiment considérée la plus sensible connue parce que les autres méthodes ne permettent pas d'arriver à la sensibilité que je vous ai décrite. Et ici, vous voyez une liste encore de toutes les méthodes et avec dans cette colonne, vous avez le nombre des publications par méthode et ici, vous avez la sensibilité. Et vous voyez que la seule qui a cette sensibilité d'une cellule tumorale dans 10 millilitres de sang est notre méthode. La première méthode est celle que je vous ai décrite, qui est basée sur les protéines des membranes. Cette méthode a été développée par une filiale de Johnson & Johnson, une grosse compagnie qui a investi énormément d'argent, mais leur méthode a été quand même décrite pour avoir des faux positifs et des faux négatifs. Donc actuellement, ils ont arrêté le marketing et la méthode a été revendue et un peu sortie. En fait, ils continuent à vendre les consommables, à ce qu'ils nous ont dit, mais pas les appareils. Donc nous sommes deuxième en nombre de publications scientifiques avec 76. Et donc, c'est vrai qu'actuellement, c'est la méthode qui est porteuse de très grands espoirs. Ici, vous voyez aussi tous des travaux scientifiques qui ont comparé notre méthode ISET à cette méthode qui a vraiment été énormément financée par Johnson & Johnson. Et vous voyez que ISET a détecté
beaucoup plus des patients avec un pourcentage beaucoup plus élevé des patients avec cellules tumorales circulantes. Vous voyez cette colonne par rapport à celle-là. Et puis aussi beaucoup plus de cellules tumorales par patient par rapport à la méthode de Johnson & Johnson. Donc, ça nous a encouragés et cette diapositive vous montre ce qu'on voit dans le sang. Ça, je pense que c'est très intéressant pour vous. Vous voyez, on voit des cellules comme ça. Ça, c'est des cellules d'organes qui ne sont pas tumorales. Si vous utilisez les méthodes basées sur les protéines, comme la méthode que je vous ai décrite, cette méthode-là considère ces cellules-là comme tumorales, alors qu'elles ne le sont pas. Ici, vous voyez des cellules qui sont juste un peu atypiques, mais pas franchement tumorales. Encore, cette méthode qui s'appelle Cell Search, mais il y en a des similaires qui sont basées sur le même principe, considèrent ces cellules comme tumorales parce que ces cellules-là expriment la protéine qu'ils utilisent pour les attraper. Et puis là, c'est les vraies cellules tumorales que le cytopathologiste définit comme tumorales. Et ces cellules-là, une partie de ces cellules-là, sont tellement malignes qu'elles n'expriment plus la protéine qui est utilisée par la méthode Cell Search et donc ne sont pas vues par la méthode Cell Search. Donc, nous avons actuellement 11 appareils installés en France et 35 dans le monde entier. Vous voyez qu'il y a des centres prestigieux qui utilisent l'appareil comme Johns Hopkins aux États-Unis, Memorial Sloan Kettering, mais il y en a en Angleterre, il y en a au Brésil, il y en a en Australie, et voilà, un peu partout dans le monde. Et ces scientifiques continuent à utiliser notre système pour étudier les patients avec cancer. Et cette diapositive vous montre, pour vous, sauf pour les médecins et peut-être un peu compliqué, mais je vous l'explique, il y a plusieurs groupes dans le monde qui ont utilisé la méthode IZ pour suivre les patients et leur question c'était est-ce que le résultat de ces tests, de cette méthode, peut permettre de distinguer les patients qui évoluent plus vite vers les métastases et vers un pronostic défavorable par rapport aux patients qui n'ont pas de cellules tumorales. Et toutes ces études-là qui ont été donc conduites chez les patients avec cancer du poumon, les patients avec cancer du côlon, cancer du pancréas, mélanome, cancer ORL, cancer du foie, ont montré que le résultat qu'on peut tirer de cette méthode est un résultat important qui représente le risque du patient d'avoir une maladie évolutive. Mais les résultats auxquels on ne s'attendait pas, et ce sont les résultats pour lesquels je suis ici ce soir, c'est qu'une étude, en fait, maintenant, elle n'est plus unique au monde parce qu'il y a un autre groupe qui a fait une étude semblable, mais les résultats d'une équipe française, nous sommes très fiers de ça, qui avait notre système et qui l'utilisait pour étudier les patients. Et ils ont décidé, c'est l'équipe du professeur Paul Hoffman et du professeur Charles-Hugo Marquette à Nice, ils ont décidé de suivre des patients à risque de développer un cancer qu'on connaît pour être un cancer hautement invasif, hautement mortel, c'est le cancer du poumon. Vous savez peut-être qu'à 5 ans de diagnostic, uniquement 10-12% des patients sont en vie. C'est considéré le cancer le plus meurtrier. Donc, ils ont suivi des patients forts fumeurs avec une bronchopathie, une maladie des bronches et des poumons, qui sont à risque de développer un cancer du poumon. Et ils ont posé cette question, est-ce qu'avec cette méthode qui est très sensible et qui est capable de vraiment détecter les cellules tumorales sans se tromper, est-ce que c'est possible de détecter précocement le cancer parce qu'il envahit? Donc, utiliser l'invasion comme moyen de détection précoce du cancer, vous voyez? Et en fait, on savait chez l'animal, ça avait été étudié, que les cancers très invasifs commencent à diffuser des cellules tumorales quand ils sont minuscules. Dans un cancer qui est d'1 millimètre de diamètre, vous avez déjà 1 million de cellules tumorales. Si le cancer est invasif, il peut diffuser des cellules tumorales alors que la masse n'est absolument pas détectable par imagerie parce qu'il faut qu'elle puisse grandir, devenir de 4-5 millimètres de diamètre pour pouvoir être détectée par imagerie. Donc, ils ont suivi 168 patients
avec bronchopathie qui n'avaient pas de cancer. Et c'est une étude qui a duré 6 ans. Tous les ans, ces patients avaient le test ISET et avaient le scanner. Et ils ont identifié 5 patients qui avaient des cellules tumorales, vous les voyez là, dans le sang, mais le scanner ne voyait rien. Donc, ils ont continué, c'était une étude observationnelle, ils ont continué à faire scanner et ISET tous les ans. Et le scanner a montré chez ces 5 patients le nodule tumoral de 1 à 4 ans après les cellules. C'est-à-dire, c'est un patient, ils ont vu les cellules, l'année d'après, le scanner a vu le nodule. Un patient, ils ont vu les cellules, le scanner a vu le nodule 4 ans après. Et puis, il y a encore eu 2 patients où le scanner a montré le nodule 2 ans après. Dès que le nodule a été détecté, les patients ont été opérés et maintenant, ils ont les suivis. Ces patients sont considérés guéris. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de merveilleux parce que le cancer du poumon est extrêmement mortel et que même les patients qui sont détectés à un stade précoce, mais pas si précoce que ça, souvent évoluent parce qu'ils ne sont pas opérés de façon très précoce. Dans cette cohorte qui est très limitée, les autres patients, la cohorte était de 254 patients, les autres patients sans cellules n'ont pas développé un cancer, mais évidemment la cohorte était petite. Et maintenant, les mêmes scientifiques ont lancé une étude très vaste sur 600 patients. Et donc, ils sont en train d'étudier ces 600 patients qui sont recrutés dans différents centres pour refaire la même étude, mais plus large. Et l'année dernière, une équipe australienne qui a aussi l'appareil ISET a décidé d'étudier toute une série de patients qui sont à risque de développer le cancer. Et là, ils ont étudié 256 patients à risque de cancer de l'ovaire, cancer du poumon, cancer du sein, cancer de la prostate et cancer du rein. Et ils les ont suivis régulièrement avec ISET. Ils ont trouvé la moitié de ces patients avec cellules tumorales. C'est énorme. Et donc, ils ont bien sûr mis en route une surveillance par imagerie, mais les résultats qu'ils ont obtenus étaient tellement étonnants qu'ils ont décidé de publier juste 10 mois après le suivi de ces patients. Donc, 10 mois après le début du follow-up, de cette moitié des patients qui étaient 256, la moitié 132 patients qui avaient des cellules tumorales, 10 mois après, déjà 20% ont été détectés avec un nodule tumoral par l'imagerie. Donc là aussi, un autre exemple complètement indépendant. Ces scientifiques ont fait leur étude comme ils voulaient, qui montre qu'on peut arriver tôt pour la détection des cancers invasifs. Encore une fois, je répète, il faut que le cancer soit capable d'envahir pour qu'il soit vu par notre approche. Donc, qu'est-ce que c'est le test ISET? C'est rien d'autre que le fait de prélever le sang, le diluer avec la solution qui le rend filtrable et le passer à travers l'appareil, obtenir les cellules sur le filtre qui sont coloriées. Maintenant, elles sont passées par un système qui va digitaliser toutes les images. Comme ça, les images sont stockées. Ensuite, il y a des colorations qui sont faites pour étudier ces cellules et le résultat de ces colorations est présenté au cytopathologiste qui va donc dire oui ou non, il y a des cellules tumorales dans le sang de ces patients. Ça, c'est une étude que on a fait. Je vais vous la résumer parce que je ne veux pas vous garder très longtemps. Nous, on est des chercheurs et donc on aime bien essayer de pousser l'innovation et d'essayer avec notre travail, d'aller le plus loin possible dans l'étude. Et donc, on s'est posé la question, OK, la cytopathologie est la méthode de référence depuis 200 ans pour faire le diagnostic de cellules tumorales. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'on peut faire mieux? Et alors, on a étudié un cancer, le cancer du rein. On a filtré le sang de 30 patients. On a trouvé les cellules tumorales et là,
il y en avait que le cytopathologiste définissait comme tumoral, mais d'autres que le cytopathologiste disait, là, je ne suis pas sûr, c'est incertain, je ne peux pas dire qu'elles sont tumorales. Donc, on a pris cette cellule individuellement avec un microscope à laser. Je pense que c'est montré là. Voilà, c'est un microscope à laser particulier qui permet de capturer vraiment ces cellules une par une. Et on a été regarder leur ADN pour voir s'il y avait dedans une mutation qui peut nous dire, avec une analyse moléculaire, si la cellule est tumorale ou pas. Et donc, on a étudié des centaines de cellules. Je passe là et le résultat de cette étude est la suivante. Donc ça, c'est toute l'étude moléculaire qu'on a fait. C'est que, en fait, toutes les cellules que le cytopathologiste avait définies comme tumorales avaient la mutation. Donc la cytopathologie est vraiment 100% spécifique. Mais 80% des cellules que le cytopathologiste avait définies comme douteuses avait aussi la mutation. Donc, la sensibilité de la cytopathologie, du moins dans cette étude, n'est pas 100%. Ça veut dire qu'on peut aller encore plus loin pour identifier les cellules tumorales dans le sang. Et ça, c'est vraiment notre mission, avec d'autres scientifiques, évidemment, pour pouvoir aller plus loin et identifier d'une façon la plus sensible possible et la plus spécifique possible les cellules tumorales dans le sang. Donc, en gros, à partir de ce système IZ, vous avez le sang. Il est possible de prendre le plasma pour aller étudier ces molécules d'ADN qui peuvent nous indiquer s'il y a un signe de cancer. On appelle ça ADN plasmatique. La partie cellulaire, on peut l'utiliser pour filtrer les sangs et étudier les cellules tumorales, voir en cytopathologie s'il a des cellules tumorales. Et c'est les études qu'on est en train de lancer. On veut étudier l'ADN de ces cellules tumorales qui sont enrichies pour aller encore plus loin dans leur détection. Et bien sûr, vous savez, le fait d'avoir identifié des patients qui étaient considérés comme des patients sans cancer, qui avaient des cellules tumorales et qui ensuite ont été identifiés comme patients ayant un nodule tumoral, ouvre une fenêtre. On a beaucoup de questions, en fait, sur ces domaines. La première question, oui, d'accord, on détecte les cellules tumorales, mais on ne sait pas d'où elles viennent. Et pour pouvoir dire d'où elles viennent, voilà, il faut pouvoir étudier leur molécules qui s'appellent ARN ou transcrits. Ces molécules-là, par des analyses extrêmement sophistiquées, sont capables de nous dire de quel organe ces cellules dérivent. Et donc ça, c'est en cours également. Ces cellules, on peut les isoler fixées, on peut les isoler fraîches. Moi, c'est que je passe ces diapositives rapidement parce que c'est pour dire que si les cellules sont capables de proliférer in vitro, on peut les faire croître in vitro, on peut étudier leur ADN. Je passe ces diapositives qui sont très techniques. Voilà, je voudrais vous parler d'un papier qui a été publié récemment dans la revue Science. C'est un papier qui vient de Johns Hopkins et eux, ils ont développé un test sanguin cancer-sick qui, lui, vise la détection des molécules d'ADN dans le plasma pour essayer de détecter précocement le cancer. Ils ont étudié 1000 patients qui avaient des cancers de différents types et différents stades. Et ils ont détecté le test positif. Eh bien, comme vous voyez, au stade 1, c'est à peu près dans 40% des cas. Au stade 2, c'est un peu plus, autour de 70-80, et ainsi de suite. Ils n'ont pas étudié des patients sans cancer, comme ça a été fait pour IZ. Donc, ils n'ont pas la réponse si le test
peut détecter aussi des patients non diagnostiqués par cancer, parce que là, tous les patients avaient un cancer diagnostiqué et ils étaient symptomatiques, donc ils avaient des symptômes dus au cancer. Donc, c'est ce qu'ils vont faire. Et s'ils vont réussir, eh bien, on aura 2 méthodes, pas une, pour essayer de détecter le cancer précocement. Et c'est vraiment ce que nous, on souhaite encourager pour aller plus loin. Donc, le point que je voudrais faire en conclusion de cette présentation, vous connaissez tous évidemment notre Johnny national. Vous savez tous qu'il est décédé de cancer du poumon. Eh bien, nous, notre but, c'est de pouvoir détecter le cancer, vous voyez, là, quand le sujet ne se doute de rien, quand on ne voit rien, il semble en bonne santé, mais il y a déjà un cancer invasif qui commence à diffuser des cellules. Et c'est là où on peut sauver, parce que le cancer, s'il est détecté au début, peut être éliminé par les techniques que nous avons à disposition. La chirurgie, tous les médicaments que nous avons, vous voyez très bien, c'est comme pour les infections. Si vous avez une infection au début, les antibiotiques l'éliminent sans problème. Si vous laissez aller une infection très loin, une septicémie, évidemment, même les antibiotiques que nous avons peuvent avoir du mal. L'autre point que je voudrais faire, c'est les coûts. Évidemment, la possibilité de détecter les cancers précocement a un volet coût de pouvoir traiter un patient avec cancer de façon très précoce, l'éliminer avec la chirurgie ou avec un cycle de thérapie, mais ça n'a rien à voir en termes de coûts par rapport aux énormes sommes qui sont dépensées actuellement pour essayer de sauver des patients qui sont diagnostiqués beaucoup trop tard. Toutes les énergies, les coûts, les milliards qui sont dépensés dans ces domaines. Donc, il faut vraiment faire l'effort dans cette direction. Donc ça, c'est tous les médias qui ont parlé de nous. Et ça, c'est mon équipe et que je voudrais remercier. Vous voyez, c'était la ministre, Madame Touraine, qui est venue nous féliciter. Vous voyez que c'est une petite équipe extrêmement soudée, extrêmement motivée. Et je pense vraiment que dans ces domaines, comme dans beaucoup d'autres, c'est la volonté, c'est toute la motivation qu'on met qui fait quand même beaucoup la différence de ce qu'on peut obtenir dans cette bataille contre le cancer. Merci beaucoup de votre attention et s'il y a des questions, je serai bien heureuse de répondre. Merci.